Je vais juste attendre que les gens se joignent. Alors, on débute, tout le monde est prêt. Bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, Suzy Peet, coordonnatrice exécutive à la planification du territoire métropolitain de la communauté métropolitaine de Montréal. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire en cette journée métropolitaine, cette journée mondiale métropolitaine. En effet, chaque année, depuis maintenant 5 ans, à la date du 7 octobre, Métropolis et ONU Habitat lancent une invitation à commémorer la journée mondiale métropolitaine. Cette journée, c'est l'occasion de souligner le caractère métropolitain de nombreux territoires à travers le monde, mais surtout de reconnaître leur contribution au développement urbain durable. Pour ceux qui ne le savent pas, la Journée mondiale métropolitaine a été décrétée afin de rappeler l'adoption de la Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines. Et je dois dire que c'est un gentil clin d'œil à cet événement qui a été organisé par la CMM en octobre 2015. En effet, cette déclaration avait été adoptée au terme d'une conférence thématique qui s'était tenue à Montréal dans le cadre des préparatifs menant à la grande conférence Habitat 3, qui s'est tenue en 2016 à Quito et au cours de laquelle fut adopté le nouvel agenda urbain, aussi connu sous le nom du nouveau programme pour les villes. En cette année de pandémie du coronavirus, cette journée est l'occasion de réfléchir au rôle de la gouvernance métropolitaine dans un contexte de situation d'urgence. En effet, la COVID-19 a plongé le monde dans une crise sanitaire d'une ampleur sans précédent, testant notamment la capacité des villes et des régions à réagir, mais aussi s'adapter rapidement à cette crise. La distanciation physique et le confinement ont entraîné un ralentissement brutal de l'économie, des pertes d'emplois considérables, mais aussi d'importants bouleversements dans nos vies et nos habitudes. Plusieurs se questionnent aujourd'hui sur les transformations en cours, ainsi que les moyens à adopter pour une planification plus résiliente de nos villes et de nos régions métropolitaines, sans non plus s'écarter des objectifs qu'on s'est fixés à long terme. Le webinaire d'aujourd'hui vous propose donc un regard croisé sur les défis, les enjeux et les opportunités que soulève la pandémie du coronavirus à l'échelle des régions métropolitaines. Je mets l'emphase sur opportunités parce que oui, il y a des opportunités à saisir dans l'adversité et notre conférencière et nos conférenciers sauront certainement bien vous les exposer. Alors, sans plus tarder, je vous présente en rafale nos panélistes qui prendront tour à tour la parole et participeront à cette conversation sur le rôle et la contribution des aires métropolitaines en temps covidien. Alors, dans un premier temps, il me fait plaisir d'accueillir M. Johan Maria Bigas, qui est ingénieur de formation avec des études en économie, en gestion d'entreprise et en urbanisme. M. Bigas est directeur général de AMB Information et Services, qui est une société publique spécialisée en technologie et information du transport et qui est rattachée à l'aire métropolitaine de Barcelone. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Mme Isabelle Grippa, qui est diplômée en sciences politiques et a été conseillère en économie-emploi au cabinet du ministre-président de la région Bruxelles-Capitale de 2013 à 2017 et, depuis septembre 2018, Mme Grippa est directrice générale de Hub Brussels, qui offre des services d'accompagnement aux entreprises de la région Bruxelles-Capitale. Également diplômée en sciences politiques et détenteur d'une maîtrise en administration publique et analyse de politique, M. Massimo Iazzoni a une longue feuille de route dans le secteur municipal et, depuis bientôt 20 ans, il est à la barre de la communauté métropolitaine de Montréal à titre de directeur général, où il a su positionner la CMM comme acteur de premier plan en aménagement et développement du territoire. Ces réalisations lui ont d'ailleurs valu en 2013 une reconnaissance de l'Ordre des urbanistes du Québec pour sa contribution significative au développement de l'urbanisme de la province. Finalement, mais non le moindre, détenteur d'une maîtrise en économie rurale, M. Alain Grimard, qui fait carrière sur la scène internationale. Depuis plus de 20 ans, M. Grimard a occupé plusieurs postes au sein des agences des Nations unies et ONG canadiennes et est présentement coordonnateur de projet à l'agence ONU Habitat en Amérique latine et Caraïbes. Avant de céder la parole à M. Grimard, j'aimerais souligner la participation de M. François Desrochers, qui a organisé ce webinaire, ainsi que Félix Réaume, qui veille à tout l'aspect logistique de cette activité.
Aussi, je tiens à préciser, chers participants, que vous pouvez soumettre vos questions à l'onglet Q&R et je veillerai à relayer vos questions à nos panélistes au moment opportun. Alors, pour débuter, M. Grimard, je vous invite à partager avec nous les conclusions de l'étude qui a été réalisée par ONU Habitat sur l'état des villes dans un monde confronté aux pandémies. Alors, Alain, je te cède la parole et surtout le contrôle de nos écrans et on se revoit un peu plus tard pour les autres conférenciers. Merci. Merci beaucoup, Suzy. Bienvenue, bonjour à tous. Alors, ma présentation, je vais la faire verbalement. Il n'y aura pas de PowerPoint, aucun fichier qui va accompagner ma présentation. Comme Suzy l'a mentionné, ONU Habitat, il a été décidé il y a quelques mois là, de rédiger un rapport sur l'état des villes face aux pandémies. Donc, on nous a demandé, à partir du secrétariat général à New York, de réaliser une étude qui vise à déterminer quelles sont les causes, les impacts, etc., de manière à prévenir dans le futur l'impact de pandémies, quelle que soit la nature, par rapport aux villes. Alors, le rapport en question, il est en production. Je vais aujourd'hui partager les grandes lignes, mais il devrait être publié en début de l'année 2021. Il fait appel au concours de plusieurs spécialistes, autres agences des Nations Unies, les banques de développement, et on est en contact avec plusieurs universités et villes, etc. Donc, avant tout, j'aimerais peut-être faire un petit tableau très rapide sur l'importance des aires métropolitaines, puisqu'aujourd'hui, comme ça a été mentionné, c'est la journée mondiale sur les aires métropolitaines. À quel point c'est important les aires métropolitaines, et le rapport va certainement traiter de ce thème-là, qui est les agglomérations urbaines. Alors, on sait maintenant que la population mondiale est urbanisée à 55%. D'ici 2050, 2/3 de la population mondiale sera urbaine. Et on estime que malgré la pandémie actuelle, cette tendance-là ne va pas changer. Les aires métropolitaines occupent de plus en plus d'espace, d'importance aussi. Cette année, en 2020, on estime qu'il y a 580 agglomérations urbaines ou métropoles de plus d'1 million d'habitants. Montréal, Barcelone, Bruxelles, bien sûr, font partie de ces agglomérations urbaines ou métropolitaines. On estime que 24% de la population mondiale maintenant vit dans les aires métropolitaines et cela correspond grosso modo à 45% de la population urbaine mondiale. Ça se passe là au niveau des aires métropolitaines. Quelques chiffres rapidement encore et ensuite je vais arrêter avec les statistiques, mais je crois que ça vaut la peine de mentionner que présentement, on compte 29 aires métropolitaines qui ont plus que 10 millions d'habitants. Sur les 29, 4 ou 5, je crois, on les retrouve dans les pays occidentaux. À part cela, elles sont toutes situées en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. 45 entre 5 et 10 millions et près de 450 entre 1 et 5 millions. Deux autres statistiques rapides pour relativiser les choses. L'agglomération métropolitaine de Mexico compte autant d'habitants que réunis ensemble les provinces de Québec et d'Ontario, c'est-à-dire 21,6 millions d'habitants environ. Et si on regarde côté Brésil, deux zones métropolitaines qui sont très près l'une de l'autre, Rio de Janeiro et Sao Paulo, qui sont à distance grosso modo de Québec-Montréal. Alors, ces deux aires métropolitaines-là comptent pratiquement 34 millions d'habitants, alors que le Canada, la population totale du Canada est de 35,1 millions d'habitants. Ça montre l'importance de ces grosses aires métropolitaines. Alors, rapidement, par rapport au rapport, le rapport s'articule avec 4 composantes bien distinctes, là. Un thème qui est analysé, c'est le thème de la gouvernance. Là-dessus, l'aspect aire métropolitaine est très important, pertinent. L'autre thème, c'est les aspects inégalités au sein des populations urbaines. Le troisième thème, c'est la morphologie urbaine, les aspects densité, proximité, etc. Et quatrième thème,
qui va être traité dans le rapport, c'est le sous-thème de économie urbaine et financement municipal. Grosso modo, là, je vais terminer, pas terminer, mais avancer là-dessus. La réponse à la COVID-19 a, dans bien des villes, bien des pays, complètement remanié ou changé, modifié les fonctions, les fonctionnalités urbaines et les économies urbaines. On voit qu'il y a plusieurs centres-villes qui sont maintenant déserts, etc., déplacements, travail à domicile, etc. Mais ce que l'on conclut, c'est que ça ne signifie pas nécessairement que l'aménagement urbain ou territorial nécessite de nouveaux concepts ou de nouvelles théories. Non, pas du tout, pas du tout. Il faut mieux, en fait, il faut mieux illustrer l'efficacité et l'impact des théories ou des pratiques urbaines déjà en usage. Et là-dessus, ce qui est pratiqué au niveau de, je prends le cas concret de Montréal, de la CMM, etc., ce qui est pratiqué comme, c'est tout à fait convenable et Montréal et la communauté sont bien équipés pour, par la suite, prévenir et mieux gérer les futures pandémies de la sorte-là. Donc, l'aménagement territorial doit être considéré comme un domaine, par contre, dans le futur politique clé, principalement entre les mains des villes. Et la planification métropolitaine ou territoriale ou régionale devra faire des choix concernant la voie future de la santé humaine et un thème qui va devenir de plus en plus important. On va parler de plus en plus de résilience urbaine et de santé humaine. Alors, jusqu'à maintenant, on voyait beaucoup dans les exercices de planification ou de développement, on parlait de développement intégral, développement durable. On avait toujours les aspects sociaux, les aspects sociaux, aspects économiques, aspects environnementaux. Ce qu'on va voir dans le futur, c'est qu'il y aura une composante santé humaine qui va s'intégrer, qui va s'imbriquer beaucoup plus dans la planification urbaine et territoriale. On voit trois voies politiques que l'on propose là, comme une base solide pour renforcer la capacité d'aménagement du territoire à répondre aux événements de pandémie, santé publique, là, et de manière plus générale, renforcer la résilience urbaine en matière de santé. Premièrement, première voie, intégrer les objectifs de durabilité et de qualité de vie dans la planification urbaine, tel que je viens de le mentionner. Pour ça, pour assurer la pérennité des investissements publics et privés aussi dans les villes. Deuxièmement, deuxième voie, coproduire avec les citoyens des solutions d'urbanisme qui alignent l'investissement technologique sur les capacités adéquates des différents gouvernements locaux. Troisième voie, intégrer des stratégies spécifiques de régénération et de croissance urbaine qui vont optimiser plus que jamais les collaborations entre les villes et les régions rurales et urbaines. Et ça, afin de stimuler une durabilité dans les investissements. Une quatrième voie qui est très importante et qui est d'ordre de nouveau métropolitain ou régional, et c'est renforcer les politiques de logement pour tous. On voit même au niveau de Montréal, pas seulement dans les pays sous-développés ou à revenus intermédiaires, les défis de logement pour tous ont été patents au cours des derniers mois. Donc, ça c'est très important. Concernant la question de morphologie, la forme que les villes et que les régions doivent prendre, il est évident que tel qu'on l'avait... Non, laissez-moi revenir un peu en arrière. Beaucoup de politiciens, et on a vu beaucoup dans les médias au début de la pandémie, que la densité des villes a été pointée du doigt comme une explication sur la rapidité ou l'ampleur des pandémies. Le rapport va démontrer que la densité n'est pas un facteur directement lié à la propagation dans les zones urbaines. Et on voit de plus en plus qu'il y a deux autres aspects plus importants, c'est les facteurs ou les conditions socio-économiques des populations urbaines. Alors, le niveau de revenu, la race, genre, etc., ont un impact beaucoup plus important sur la propagation du COVID-19.
Et également, un autre aspect très important, c'est l'aspect des bâtiments en soi. Alors, quand on regarde la morphologie urbaine, il faut regarder ça à 4 niveaux. Au niveau métropolitain, régional, au niveau des villes, au niveau des quartiers et ultimement au niveau des édifices en soi. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on verra le plus de changements dans les années à venir, c'est-à-dire au niveau du logement, des logis, des bureaux, etc., les édifices. C'est à ce niveau-là que la proximité a eu un impact le plus négatif sur la contagion. Alors, il y aura des nouvelles normes qui vont être proposées, qui devront être adaptées, etc. Ça c'est un aspect très important. Concernant les espaces publics, on a vu avec la pandémie que l'accès aux espaces publics a eu un impact très positif sur la santé tant physique que mentale des populations. Il y a lieu plus que jamais de promouvoir une expansion et une amélioration des espaces publics. L'activité physique, grâce aux espaces publics, incluant les rues, les trottoirs, a aussi aidé à contrôler d'autres maladies chroniques, etc. Donc, accès aux espaces publics va demeurer essentiel. Réseau de rues et de transport aussi, ce sont des éléments importants. On a vu dans plusieurs pays, villes, etc., qu'on a promu plus que jamais le transport actif. On estime que c'est une tendance qui va perdurer et c'est tant mieux. Par contre, il y a un défi, c'est celui de la durabilité du financement des transports collectifs publics à moyen et long terme. Il y aura de grands défis là-dessus et les aires métropolitaines, les institutions régionales auront un grand rôle à jouer là-dessus. Je vais terminer sur l'aspect gouvernance. 4 grandes conclusions vont sortir du rapport probablement. Premièrement, tous les niveaux de gouvernance, on l'a vu, ont un rôle à jouer dans la réponse à une pandémie. Et bien que ces rôles puissent différer selon les pays, les contextes, etc., il est évident que la coordination verticale et la collaboration entre les différentes juridictions municipales, par exemple, ont été essentielles pour assurer l'efficacité de la réponse à la crise du COVID-19. Deuxième aspect, une réponse efficace a nécessité l'introduction dans la plupart des villes et pays du monde de mesures de coordination spéciales ad hoc, comme on dit, et l'adaptation des dispositions existantes, des structures de gouvernance temporaires ont été mises en place. Et ça, c'est un aspect positif. Ça a amené une meilleure flexibilité et on doit assumer ça, on doit prévenir ça pour l'avenir, que le rôle et le mandat des autorités infranationales ou sous-nationales, telles que les provinces, les régions et les villes, devra être agilisé dans le futur. Troisièmement, la participation significative des niveaux sous-nationaux. C'était clair avec cette pandémie-là qu'elle joue un rôle extrêmement important dans l'efficacité de la réponse. Mais ça dépend beaucoup, et là, dans les cas comme Montréal, Barcelone et Bruxelles ne font pas partie de ce groupe-là, mais malgré l'importance de tout cela, ça dépend beaucoup des capacités administratives, fiscales et techniques qui sont présentes au niveau des villes et des régions. Finalement, je vais arrêter là-dessus. L'échange de données, la création de données, l'échange de données accessibles et bien gérées, ainsi qu'une communication efficace entre les niveaux de gouvernement et les territoires ont été essentiels pour élaborer des politiques fondées sur des données probantes et le rôle des technologies vont être très, très important dans le futur là-dessus. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Merci, M. Grimard. Alors, j'inviterai sans plus tarder M. Johan Maria Bigas à nous présenter le Cas de Barcelone, sous l'angle notamment des impacts de la pandémie sur la mobilité et l'aménagement du territoire. Alors, M. Bigas, je vous cède la parole. D'accord. Bonjour. Alors, je vais partager mon écran avec la présentation que j'ai préparée. Alors, bon, vous voyez maintenant
l'écran. Alors, très bien. D'accord. Cette présentation se centre à le cas de l'aire métropolitaine de Barcelone dans la situation de la crise sanitaire du Covid, ce qu'on avait avant et ce qu'on va avoir dans les futurs prochains. Avant tout, l'aire métropolitaine, nous avons ici une photographie aérienne de l'aire métropolitaine. Vous voyez la ville de Barcelone ici et les autres villes qui forment les continuums urbains aux alentours de la ville de Barcelone. Nous avons aussi le port ici et nous avons aussi l'aéroport. Alors, c'est un territoire fragile, un territoire avec des collines et avec de la mer, et alors un territoire où la mobilité, elle trouve des difficultés, elle trouve des problèmes qu'il faut résoudre. Et dans la crise sanitaire, ils se sont aggravés. Ça, c'est les différentes municipalités qui conforment, 36 municipalités qui conforment l'aire métropolitaine. Nous avons aussi, brièvement, je vais être très rapide pour me centrer sur le sujet de la COVID, mais les compétences de l'aire métropolitaine sont sur le territoire et l'urbanisme, sur les transports et la mobilité, que c'est la division que je dirige, l'environnement, la sustainabilité, le logement, le développement économique et la cohésion sociale. Alors, du point de vue de l'aire métropolitaine, on peut coordonner toutes ces responsabilités et alors, ça c'est une des valeurs importantes de l'aire métropolitaine de Barcelone, pouvoir exercer ces compétences d'une forme coordonnée. Alors, dans le domaine de la mobilité, nous sommes responsables de la réseau de bus. Nous sommes responsables aussi de la prestation du métro, du service métro, à travers de notre entreprise publique, TMB. On régule aussi, on ordonne les services de taxi. On planifie et on exerce les transports touristiques, la promotion du transport durable, du transport douce, la bicyclette, les piétons et les services partagés. Et on a certaines compétences sur la gestion du réseau routier plus important. Alors, dans la pandémie, qu'est-ce qu'on a affronté et comment est-ce qu'on a réagi? Dans la première diapo, nous avons un différent traitement des zones plus denses de l'aire métropolitaine par rapport aux autres zones. Et d'une manière générale, on a interdit les réunions de plus de 6 personnes du premier moment. On a demandé l'utilisation de la masque dans le système de transport. On a recommandé d'éviter les heures de pointe et travailler à distance dans les possibles. Le moment initial de confinement, on était en train de travailler chez soi. Et après, excepte les lieux de travail le plus essentiel. Et après ça, après cette période, on a récupéré le travail partiellement. Alors, comme la majorité des villes. Alors, dans le domaine des transports, on a fait des actuations diverses, aussi en parallèle à des autres villes, des mesures déjà connues, des coordinations. On a coordonné notre action avec les opérateurs et les autres agents de la ville et des villes. On a protégé les transports publics avec l'intensification du nettoyage, la fermeture des services face en face, les installations des écrans de sécurité dans tous les autobus. Ça, on l'a fait très vite. Au mois de juin, on avait installé des écrans de sécurité pour tous les chauffeurs de bus. Et on a installé aussi des distributeurs dans les gares. On a adapté l'offre de transport. Dans le confinement, on a réduit l'offre de transport. Et après le confinement,
plus durs des premiers moments, on a récupéré les transports et même on l'a incrémenté pour maximiser l'espace disponible pour les usagers du service. On a géré la couverture financière des opérateurs. Ça, c'est très important. La aire métropolitaine a avancé et encore avance les ressources pour supporter les frais du personnel et des baisses des recettes tarifaires. Et ça a permis d'éviter les licenciements temporaires dans les sociétés d'exploitation. Il y a un compromis du gouvernement régional et du gouvernement de l'État de financer ces pertes, mais encore, on n'a pas établi ces compensations. On attend qu'on va le faire les prochains mois, mais pour le moment, c'est l'aire métropolitaine qui a avancé ses ressources. Et alors, du premier moment, on a compris, de l'aire métropolitaine, on a compris qu'on devait faire une planification pour les prochains mois. On était le premier moment de la pandémie, de la crise sanitaire, et on a décidé de faire un plan d'urgence pour les prochains mois. Et alors, ce plan d'urgence, on l'a travaillé avec les municipalités, les 36 municipalités dans les mois d'avril et le mois de mai, et on l'a approuvé le mois de juillet. On l'a approuvé définitivement le mois de juillet. Alors, on a un plan avant de l'été. On avait un plan avant de l'été qu'on est en train d'appliquer et je vais vous l'expliquer le plus rapidement possible. Avant tout, il faut dire que les limites des pollutants de l'aire métropolitaine, on les a descendues très rapidement avec la crise sanitaire et la réduction de la mobilité. Alors, vous voyez ici qu'on avait dans les domaines des particules et les domaines des oxydes d'azote, on avait, avant de la crise, on avait des pointes par-dessus des régulations de niveau de l'Union européenne et on était souvent, la majorité du temps, par-dessus des niveaux de l'Organisation mondiale de la santé. Et par les oxydes d'azote, on avait aussi des points importants par-dessus de l'Organisation mondiale de la santé. Et tout ça, on l'a descendu très rapidement, avec beaucoup d'intensité, par-dessous de ces niveaux. Avec la crise. Ça veut dire que l'air dans la période de la crise sanitaire, c'est plus clair, c'est avec une grosse absence de pollutants. Hein. C'est un air plus clair et avec plus de santé pour tous. D'accord? Ça, il faut le comprendre pour voir les stratégies que nous avons dans les prochains mois. En général, il faut dire qu'on a eu la période de crise avant de l'été, avec une première période avec une baisse généralisée de la mobilité, une réduction des transports en commun, comme j'ai cité. On a fait des mesures de distanciation sociale et on a digitalisé la vie quotidienne et on a incrémenté beaucoup, on a généralisé le télétravail. Nous sommes maintenant dans une période de coexistence où il y a des périodes de confinement et d'atténuation, comme vous connaissez dans tout le monde. C'est aussi à Barcelone et dans l'Espagne, en Europe. Et on a récupéré progressivement la mobilité. On est en train d'augmenter aussi la population qui télétravaille par rapport à l'époque avant de la crise. Et on a une demande de mobilité volatile entre les moyens de transport. En général, on a utilisé plus les moyens privés et les moyens individuels par rapport aux moyens collectifs. Alors, on affronte pour les prochaines périodes, pour les prochains mois, prochaines années,
en période où on aura un vaccin, probablement, et alors il y aura ce que nous appelons la nouvelle normalité, la nouvelle mobilité. Ça sera une mobilité au même niveau pré-crise, peut-être non le même niveau, mais on s'approchera. On aura une reprise graduelle de la demande dans les transports en commun, mais plus lentement que l'utilisation du transport privé. Le croissement de du transport privé va être plus rapide comme en fait on enregistre maintenant. Et une croissance significative de la mobilité douce, de la non motorisée, les véhicules partagés, les véhicules individuels, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a planifié du point de vue de l'aire métropolitaine sur le domaine de la mobilité? On a fait 23 mesures, on a planifié 23 mesures dans 4 blocs. Le premier bloc, c'est pour une métropole avec plus de vélos et piétons. Le deuxième bloc, c'est la récupération des transports en commun comme des services essentiels et protégés. Le troisième bloc, c'est une nouvelle mobilité dans l'environnement de travail. Et le quatrième bloc, c'est un accord métropolitain pour préserver l'air propre et sain que je vous ai commenté précédemment. Je vais expliquer rapidement ces mesures, mais si vous voulez me demander plus tard ou dans les prochains jours, je vais vous expliquer plus en détail. Et le premier bloc, avec plus de vélos et piétons, les villes avec plus de vélos et piétons, nous sommes en train de créer 70 km de pistes cyclables. On a essayé de faire quelques pistes cyclables avec des signalisations temporaires, mais avec la vue, avec la prévision d'avoir des pistes cyclables permanentes. D'accord? Alors, on est en train de faire ce changement entre les pistes temporaires et les temporaires et les définitives. Alors, mais il y a beaucoup de municipalités qui ont décidé déjà de faire les pistes cyclables définitives. Alors, vous voyez ici, dans les zones plus suburbaines et périurbaines, vous avez ici quelques exemples de ce qu'on est en train de faire. On fait aussi des espaces piétons avec le même critère. On est en train d'atteindre les zones de 30 km par heure, des limites de vélocité, incrémenter le bike sharing et aussi les équipements pour la bicyclette dans la rue, pour aider à la location-vente de vélos et promouvoir le cycle logistique, la répartition des marchandises avec des vélos et vélos électriques et des charges, et un programme d'éducation routière pour l'utilisation du vélo. Dans le domaine de la récupération des transports en commun, on est en train de promouvoir la reconversion des entrées à la ville de Barcelone en voies réservées pour les autobus et pour les véhicules d'occupation multiples. Et alors, on est en train de promouvoir tous ces axes. On a initié les travaux définitifs dans cet axe-ci et on a construit de forme provisoire une plateforme réservée dans ces couloirs dans le nord. Alors, le nord et le sud, on est en train déjà de faire les travaux ici et on a fini les travaux de signalisation et réservation dans cette couloir du nord. Alors, aussi est en train de travailler dans l'intérieur des municipalités, les réseaux urbains plus intérieurs pour avoir plus de voies de bus supplémentaires dans cette zone urbaine. Et dans le domaine de Park and Ride, nous avons ici quelques exemples et nous sommes en train de mobiliser 1500 places de Park and Ride aux alentours des gares ferroviaires.
Nous sommes avec beaucoup de retard avec cette politique ici, à notre aire métropolitaine, mais de l'aire métropolitaine, on a commencé avec les municipalités à réserver des places qui sont déjà existantes et les réserver aux utilisateurs du transport public. Nous avons déjà une application qui fait possible cette réservation. Et avec plus de 4000 utilisateurs, nous avons maintenant plus de 8 espaces et on va construire 4 ou 5 espaces le prochain mois. Avec les taxis, on a une forte crise, un fort impact de la réduction de la mobilité et on est en train d'aider ce secteur. La principale activité que nous prévoyons le prochain mois, c'est créer une application pour tous les taxis parce que les citoyens peuvent demander les taxis non avec la main, mais avec cette application. Alors, ça sera une application publique et nous sommes en train de coordonner les différentes applications privées qui existent déjà. Dans le domaine de la mobilité, dans le travail et l'éducation, on veut encourager la flexibilité horaire et aplatir la courbe de demande dans les heures de pointe. Ça, c'est essentiel pour conserver la protection dans les transports publics et réduire la forte occupation dans les heures de pointe. On va essayer de promouvoir, renforcer les mesures de fiscalité environnementale, augmenter les services de transport partagés et promouvoir la mobilité douce dans l'environnement de travail. Je dois dire que ce lundi, la mairie de Barcelone a signé avec les organisations syndicales et les entreprises un accord dans ce sens avec toutes ces recommandations, toute cette prévision que nous avons fait le mois de juillet. Dans le bloc 4 et le dernier, nous sommes en train de faire un accord métropolitain pour préserver l'air propre et sain. Nous avons ici cette zone en bleu, c'est une zone de 100 km². Barcelone et autres 4 municipalités des alentours qui ont créé, avec l'aire métropolitaine, nous avons créé une zone de basses émissions qui nous permet limiter l'accès des véhicules contaminants. Les véhicules les plus anciens, ils n'ont pas permission d'entrer, ont pas la permission d'entrer dans cette zone. Dans les jours de lundi à vendredi, de 7 à 20 heures. Ils ont interdiction d'entrer dans cette zone les véhicules les plus anciens, les plus contaminants. Alors, ça c'est un succès. On a initié en janvier de 2020 et on a intensifié les actions avec la pandémie du Covid. Et on va aussi incorporer les camions et les autocars, les autobus dans l'année prochaine. Alors, c'est une des zones plus grandes du sud de l'Europe en général et la plus grande du sud de l'Europe. Aussi, on est en train de renouveler les véhicules commerciaux de certains travailleurs autonomes qui ont plus de difficultés pour accéder à la zone de basses émissions. On va augmenter la mobilité partagée et on élargira la plateforme de stationnement dans toutes les villes de l'aire métropolitaine. Et aussi, nous sommes en train de promouvoir l'électrification du réseau de bus. Et ça, c'est un peu tout ce que je voulais partager avec vous. L'important, c'est que du point de vue des citoyens, il faut changer les habitudes parce que, comme nous disons dans notre lemme, c'est changer d'habitude est aussi essentiel que l'air qu'on respire. Alors, merci.
Alors, merci, M. Bigas. Notre prochaine conférencière, Mme Isabelle Grippa, qui nous présentera aujourd'hui les mesures d'urgence adoptées par la région Bruxelles-Capitale pour accompagner les municipalités frappées par les impacts de la pandémie. Alors, je vous cède la parole et l'écran, Mme Grippa. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être là, évidemment, pour entendre les différentes politiques qui se développent dans d'autres capitales semblables à Bruxelles. Alors, moi, j'ai une petite présentation. Je vais vous présenter effectivement la situation qui est celle de Bruxelles avec les dernières actualités en date, puisqu'on a eu des nouvelles règles qui sont arrivées pas plus tard que ce matin. Alors, laissez-moi le temps de partager mon écran. Voilà. Dites-moi si c'est OK. Oui. Voilà. Normalement, ça devrait aller. N'hésitez pas à me signaler s'il y a un problème de visibilité. Alors, je me présente évidemment Isabelle Grippa. Donc, je suis CEO de Hub Brussels. On y reviendra à l'agence pour l'entrepreneuriat de la région bruxelloise et donc le bras armé du développement économique de la région bruxelloise. Alors, je vous l'ai dit, ce matin, la région bruxelloise s'est réunie dans un conseil régional de sécurité et a adopté des mesures de confinement renforcées, notamment vis-à-vis du secteur HoReCa, puisque pour une période d'1 mois, les cafés et les salles des fêtes seront désormais fermés, ce qui, vous allez évidemment le voir, a eu un impact et donc aura encore un impact pour le développement du secteur et les mesures qu'on va mettre en place pour les soutenir. Parce qu'il faut savoir, oui, que peut-être l'information aussi, à Bruxelles, malheureusement, donc le Covid s'est développé de manière assez importante ces dernières semaines et on a un cas positif sur 7 à Bruxelles. Et donc, évidemment, on doit pouvoir prendre des mesures assez drastiques pour pouvoir enrayer cette pandémie. L'objectif étant de maintenir au maximum les écoles ouvertes parce que ça a un énorme impact sur le développement économique, les établissements scolaires. C'est la priorité du gouvernement fédéral, tout nouveau aussi en Belgique, comme vous le savez sûrement, et du gouvernement régional. Donc, ce sont des mesures qui ont comme objectif de pouvoir maintenir notamment les établissements ouverts. Alors, au niveau de Bruxelles, on a un contexte institutionnel assez particulier. Je vais quand même revenir dessus un instant, puisque, comme je vous l'ai dit, Bruxelles, c'est une région en Belgique. Belgique composée de 3 régions, la région flamande, la région wallonne et Bruxelles. Donc, c'est cette tache bleue au milieu de la Belgique, tache d'1 200 000 habitants sur un territoire de 7 500 km². C'est une particularité puisque nous avons énormément d'autonomie de gestion de nos politiques à Bruxelles. C'est une région qui a été créée par un accord institutionnel en 1989 et qui a doté Bruxelles d'un véritable gouvernement et de compétences larges, notamment tout ce qui est compétences liées essentiellement au territoire, à la gestion du territoire, sont revenus dans l'escarcelle du gouvernement bruxellois. Alors, comme mon prédécesseur l'a souligné, c'est fondamental d'avoir cette gestion. Ça comprend l'aménagement du territoire, la planification, la mobilité, mais aussi l'économie. Alors, évidemment, ça demande de beaucoup se concerter, puisque ce système institutionnel avec compétences partagées entre entités fédérales et entités fédérées nécessite d'énormes concertations, notamment sur tout ce qui est la zone justement métropolitaine. On l'appelle chez nous la communauté métropolitaine. Donc, c'est toute cette hinterland économique qu'il y a autour de la zone institutionnelle définie par l'accord de 89. Ça nécessite des concertations. Alors, un petit mot aussi sur l'agence que je dirige, c'est donc l'agence publique régionale de la région bruxelloise. Elle a été créée il y a 2 ans, donc fait face à un défi majeur, évidemment, pour une toute nouvelle agence constituée. Et l'objectif du gouvernement, c'était d'avoir un bras armé qui reprend tout l'accompagnement qu'on peut offrir aux entreprises tout au long du cycle de leur vie, que ce soit les starters, que ce soit les PME, mais les grosses entreprises également, pour le développement à l'innovation ou à l'internationalisation. Donc, on a maintenant 340 collaborateurs.
dont 75 à l'étranger. Et donc, on est ce qu'on appelle l'agence commerce extérieur pour la région bruxelloise également. Alors, on a une ambition à Bruxelles avec le nouveau gouvernement qui a été mis en place avant la crise du corona, de favoriser la transition économique à Bruxelles et donc de soutenir les entreprises et les modèles économiques impactant positivement la société. Et donc, l'objectif, l'ambition du gouvernement, c'est de transformer tous les services publics pour qu'en 2030, on soit en capacité d'accompagner les entreprises exemplaires au niveau social et ou environnemental. On y reviendra. Et donc, l'agence a fait sienne, évidemment, cette volonté de soutenir la transition économique. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de définir et de démontrer que l'économie a un impact fondamental sur les changements sociétaux. On l'a vu pendant la crise, les solutions sont venues du monde entrepreneurial au niveau matériel médical, au niveau digitalisation. Et donc, les entrepreneurs sont les changeurs de société de demain. Et donc, l'entrepreneuriat doit, en ce sens, et ça rejoint les objectifs de la communauté métropolitaine de Montréal que vous aviez cité tout à l'heure, c'est vraiment l'égalité. C'est fondamental pour le gouvernement bruxellois de s'assurer une ville qui soit accessible à toutes et tous. Et donc l'entrepreneuriat, on a évidemment fait nôtre cette valeur et cette vision. L'entrepreneuriat, c'est un levier d'émancipation et qui peut être accessible à tous et toutes. Alors, au niveau de l'agence Hub Brussels, on a un guichet d'information universel, donc qui est le guichet régional pour toute question liée à l'entrepreneuriat et à l'économie. Alors, je peux vous dire que c'est les téléphones chauds depuis ce matin, par exemple, mais durant le confinement, c'est un service qui a été très utile à la population, puisque toutes les règles changeantes de semaine en semaine, ce numéro gratuit permet à tout entrepreneur de pouvoir, donc commerçants y compris évidemment, de pouvoir avoir accès à l'information actualisée au jour le jour, donnée par les officiels sur toutes les aides auxquelles ils ont droit, mais aussi toutes les règles qu'ils doivent appliquer. Alors, quand le gouvernement fédéral ou la région, comme ce matin, définit les nouvelles modalités, c'est un service qui est actif 7 jours sur 7 pendant la crise. Alors, on a eu plus de 35 000 appels, c'est l'équivalent d'un an d'activité sur la période du confinement. Et donc, c'est typiquement du genre de service public qu'il faut. Le besoin d'information est le premier besoin des entrepreneurs en cas de crise, et on l'oublie souvent. Et donc, on a été renforcé à cet égard-là pour pouvoir assurer l'universalité de ce service pendant toute la période qui s'annonce encore difficile. Alors, on a, je vous l'ai dit, la mission d'accompagner les entreprises surtout dans toutes les étapes du cycle de leur vie, du démarrage à l'expansion, à l'innovation, à la transition, puisque l'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir faire en sorte que les entreprises classiques aussi se dirigent vers la transition économique. Donc, on ne fait pas que soutenir les niches porteuses d'innovation sociale ou environnementale. Notre objectif, c'est d'accompagner toutes les entreprises classiques vers la transition économique et donc vers un développement zéro carbone, mais aussi vers un modèle social respectueux des conditions de travail, respectueux aussi de la démocratisation au sein des entreprises est un enjeu aussi fondamental. Donc, cette transition répond à plusieurs critères environnementaux et sociaux qui font que beaucoup d'entreprises déjà ont démarré ce chemin, mais toute entreprise est susceptible de pouvoir entrer dans cette dynamique, moyennant évidemment des moyens publics et un accompagnement adéquat. Alors l'internationalisation, je vous l'ai dit, l'agence commerce extérieure, c'est effectivement un levier important de déploiement économique à Bruxelles. Bruxelles est dépendant de l'international à 80% de son PIB, et donc c'est un levier important de développement économique qui est aujourd'hui à l'arrêt, mais on entend faire de ce levier économique dans la crise du corona et dans le redéploiement qui s'ensuit un levier important. Comment? En assurant la promotion de Bruxelles. Bruxelles, j'espère que vous ne direz pas le contraire, est relativement bien connue sur la scène internationale. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Bruxelles a aussi énormément de qualité en matière de bien-être. C'est une ville accessible au niveau des logements, des structures, au niveau des coûts aussi. Et donc, c'est bon. On est une plateforme internationale avec les institutions européennes et internationales qui s'y trouvent notamment, mais aussi
en raison de son cadre. Et donc, le commerce extérieur, ça doit être aussi un levier pour pouvoir repositionner Bruxelles, ses atouts, ses attraits, mais aussi de pouvoir en faire une plateforme de l'innovation sociale et environnementale et de pouvoir bénéficier, comme dans ce genre de webinaire, des bonnes expériences et des bonnes pratiques dans d'autres pays. Alors, l'avantage de la Belgique et de sa complexité institutionnelle, c'est qu'on a 3 régions, comme je vous l'ai dit, et donc 3 régions qui ont cette compétence du commerce extérieur. Et donc, on partage, on collabore très bien entre les 3 régions. C'est parfois plus compliqué au niveau politique, et ça, la vie politique est ainsi faite. Mais au niveau des administrations, on collabore extrêmement bien, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le plus grand réseau international proportionnellement à la taille du pays. On a plus de 120 attachés économiques et commerciaux, les 3 agences réunies, et donc on couvre plus de 150 pays à travers le monde. Alors ça, c'est vraiment une force de frappe importante sur laquelle, malgré la crise du corona, on peut s'appuyer grâce à la digitalisation notamment, mais aussi ensuite pour le benchmark et le positionnement de Bruxelles. Alors, Bruxelles, ça stimule l'environnement entrepreneurial et ça soutient le pouvoir public. On est un organisme public, donc pendant toute la crise du corona, on a eu beaucoup de missions, je reviendrai, pour soutenir le gouvernement bruxellois à travers la crise économique, puisque notre mission, une de nos missions de base, c'est de stimuler l'écosystème bruxellois et d'être le bras armé du gouvernement en matière de développement économique. Alors, la crise du Covid, on en parle largement, mais l'actualité l'exige évidemment. Mais au niveau du... Je vais parler peut-être parce qu'une nouvelle vague, évidemment, s'ouvre à nous ces derniers jours et risque de durer pas mal de semaines encore. Mais si on revient en arrière au niveau du printemps 2020, les principales mesures que Bruxelles a mises en place et avec l'aide du fédéral, on retrouvera les mesures socio-économiques qui sont encore d'actualité et très utiles pour le maintien de la vitalité économique. C'est le chômage temporaire. Donc, c'est la possibilité pour toutes les entreprises de pouvoir mettre leurs employés en chômage temporaire, donc de ne pas procéder à de licenciement. Et donc, c'est quelque chose qui permet aujourd'hui à l'activité économique, mais aussi d'éviter la crise sociale qui aurait eu lieu sans cette mesure fondamentale. Alors, je passe en détail toutes les mesures, mais le droit passerelle, donc la possibilité de pouvoir aussi avoir un moratoire sur les faillites. Donc, aujourd'hui, on peut reporter sa faillite. On peut aussi avoir des délais de paiement sur les TVA, les précomptes. Au fédéral, ça, je pense que dans beaucoup de pays, ce sont ces mesures typiques qui sont là pour soutenir les entreprises en moment de crise sont mises en place. Mais alors, au niveau bruxellois, plus spécifiquement, avec sa réalité urbaine, et c'est ce qui nous intéresse ici, on a été évidemment focus sur le secteur de l'ORECA, puisque c'est un secteur très important à Bruxelles, le capital touristique s'il en est, tourisme d'affaires, de loisirs, mais aussi capital qui est le poumon économique de la Belgique. Et donc, on a plus de 700 000 travailleurs qui arrivent chaque jour à Bruxelles pour y travailler. Les mesures, le confinement, évidemment, et les mesures de télétravail, plus l'arrêt des échanges internationaux est assez catastrophique pour l'économie bruxelloise. Et donc, la région a mis 400 millions d'aides. Alors, 400 millions, ça peut paraître peu, mais à l'échelle de la région de Bruxelles-Capitale, un budget de 4,5 milliards, c'est énorme, évidemment. Et donc, 20 millions ont été mis sur les garanties. On offre 20 millions de garanties aux entreprises en difficulté pour qu'elles puissent être plus musclées face à des crédits auprès des banques. On a aussi mis sur la table les microcrédits, et donc ça fonctionne très bien. 15 000 €, ça suffit à sauver des petites TPE, des petits commerçants. On sous-estime l'impact du microcrédit. Ça fonctionne très bien. Et alors évidemment, c'est coûteux, mais c'était néanmoins nécessaire. On a mis plus de 90 millions pour une prime unique pour les commerçants et Horeca. Donc 4 000 € qui ont permis vraiment de sauver 90% des commerces et Horeca aujourd'hui. Alors on ne sait pas s'ils vont tenir le coup jusqu'à la fin de la crise, mais toujours est-il qu'ils sont encore là aujourd'hui grâce à ces 4 000 €. Alors les nouvelles mesures de confinement adoptées ce matin, on va certainement devoir recourir à ce type de mesures. Néanmoins, elles ont un effet pervers, mais vous en doutez, c'est qu'on maintient en vie des entreprises qui parfois ne sont pas adaptées, elles n'ont pas des business models adaptés à l'évolution de la société, qui ne sont pas
saine, et parce que évidemment l'urgence a fait qu'on n'analyse pas pendant 3 heures chaque plan financier et l'état des bilans de chaque entreprise. Et donc, c'est de l'argent public qu'on investit en one shot, mais on doit pouvoir réinvestir cet argent à terme dans un accompagnement à long terme. Et c'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur les nouvelles mesures à mettre en place. Alors, on a évidemment eu des mesures sur le tourisme, l'événementiel et la culture. C'est, comme je vous l'ai dit, un secteur très important à Bruxelles. On a une diminution de 75% du taux d'activité au niveau des commerces dans les quartiers touristiques et les quartiers d'affaires. On maintient 70% d'activité dans tout ce qui est résidentiel bruxellois, mais alors les quartiers touristiques et les quartiers d'affaires sont vraiment touchés de plein fouet. Alors pour ça, on a des mesures de 9 000 € pour les établissements, mais aussi on a donné à Finance and Invest, c'est le bras financier, c'est nos collègues en charge de tout ce qui est aide au financement, et donc la société publique bruxelloise d'aide au financement, qui a mis 20 millions pour des prêts pour les établissements RECA, pour leur permettre de pouvoir supporter le choc du confinement. Voilà, une mesure qui est assez spécifique à Bruxelles et qui mérite d'être mise en avant, même si les montants ne paraissent pas extraordinaires. Mais en fait, ça a sauvé énormément d'emplois. C'est le secteur titre-service. Alors, je trouve que ce sont les femmes et il y en a certains, les hommes de ménage qui sont dans un secteur en pleine expansion avant la crise du Covid. Et avec le confinement, c'est des centaines de milliers d'emplois qui étaient en danger. Et donc, la région a mis un complément pour le maintien des sociétés titres-services et aussi un complément salarial pour faire la différence pour ces employés qui ont déjà le salaire minimum et qui a permis à beaucoup d'entre eux de pouvoir résister au choc du confinement. Voilà. Alors, au niveau de Hub, je vous en ai parlé le 18-19, je ne vais pas y revenir. On a mis aussi en place un dispositif d'accompagnement d'urgence. Et donc, on ne l'a pas fait tout seul parce que Hub est le régisseur ensemblier en quelque sorte de tous les acteurs économiques de l'accompagnement à Bruxelles. Et donc, ça, c'est assez efficace. On a été le premier guichet de toutes les demandes d'accompagnement d'urgence. Ensuite, on a mis une équipe de dispatching, en quelque sorte, en fonction du diagnostic des entreprises. On les a réorientés au mieux vers les différents acteurs de l'écosystème. Alors, on a ici aussi été un monitoring pour la région bruxelloise. Chaque semaine, tous les secteurs étaient questionnés. Toutes les entreprises, via des sondages, étaient aussi interrogées, de façon à ce que le gouvernement bruxellois ait pu avoir le monitoring de l'impact du Covid sur son économie qui était mis à jour chaque semaine. Alors, à Bruxelles, et ça, à mon avis, c'est quelque chose que les agences commerce extérieur des différents pays, dans les autres aussi, ont dû faire, c'est que ce réseau international, qui d'habitude est là pour soutenir l'investissement et les exportations, a été très utile dans l'acheminement du matériel médical à Bruxelles. On a pu mettre en œuvre très rapidement des filières d'acheminement étrangères, mais certifiées, puisqu'on sait c'était avoir du matériel certifié avec des prix corrects dans le cadre de la crise du Covid, ça s'avérait être vraiment un parcours du combattant. Et donc, les attachés économiques et commerciaux, connaissant très bien les tissus économiques de leur pays, ont pu trouver des filières d'acheminement certifiées. En collaboration avec les ambassades et les affaires étrangères belges, on a pu comme ça acheminer du matériel dans les différentes régions et ne jamais être victime on a été vraiment au bord de la rupture de stock pour les hôpitaux, les maisons de repos et les établissements scolaires. On a évité ça, notamment grâce à des agences comme Hub, City-Awex et nos collègues de Wallonie et de Flandre. Alors aujourd'hui, on est autonome au niveau de la production de matériel de protection. Ça, il faut quand même le dire, c'est que parallèlement, on a soutenu en fait la production locale à Bruxelles. Et donc aujourd'hui, tout le matériel les EPI sont made in Brussels. C'est une des grandes fiertés du gouvernement bruxellois. Alors, le déconfinement, puisqu'on a quand même déconfiné, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais on a eu une période de déconfinement. Et donc là, le gouvernement et Hub, on a mis en place des mesures pour penser l'après. Et alors, c'est le premier intervenant, donc M. Grimard qui en parlait, et c'est vrai que ça doit faire l'objet aussi d'opportunités pour repenser la vie.
Et donc, ça doit être un accélérateur de cette transition voulue par le gouvernement bruxellois. Et donc, la phase 2 qui doit se faire, qui est en cours maintenant, ils sont en train de se discuter du budget cette semaine, ça doit vraiment permettre d'accélérer cette transition économique de Bruxelles. Et donc, sur trois axes principaux, c'est le modèle qu'on met en place pour garantir de manière optimale le système social et de santé. Et là, pour ça que je faisais référence à l'autonomie de production locale de matériel. C'était vraiment un point d'attention très important pour le gouvernement, c'est de ne plus devoir être en urgence, devoir faire appel aux partenaires chinois pour pouvoir s'équiper de masques. Ça, c'était quand même un traumatisme, on peut le dire, pour les responsables politiques bruxellois. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir s'assurer que notre système de santé à Bruxelles soit optimal et soit autonome au maximum. Alors, comment reconfigurer l'aménagement du territoire? Je ne vais pas y revenir parce qu'en fait, les collègues l'ont fait bien mieux que moi. C'est fondamental pour pouvoir repenser la ville de demain, notamment en termes d'égalité hommes-femmes. La région bruxelloise pense énormément à l'aménagement de l'espace public dans ces nouveaux plans d'aménagement du territoire en fonction de l'usage qui en est fait par les deux sexes. Alors, c'est quelque chose on en a beaucoup parlé dans le cadre des derniers mouvements #MeToo, mais ça a été pensé, et donc on a un portefeuille égalité des chances en région bruxelloise, et donc qui participe et qui collabore de manière rapprochée avec l'urbanisme et l'aménagement du territoire pour pouvoir penser la ville de façon à ce qu'elle soit accessible à toutes et tous. Alors, la transition, hein, évidemment, mais ça, c'est le cœur de métier de l'agence, donc j'ai évidemment plus l'occasion d'en parler, mais la transition économique, sociale et écologique, c'est vraiment changer de paradigme. C'est la crise du Covid nous amène au monde de demain et donc à l'économie de demain. L'économie de demain doit servir à changer la société, doit être producteur d'innovation sociale et environnementale et nous aider à aller vers une économie, une société zéro carbone, mais aussi une société dans laquelle les actions, le développement économique est au service du bien-être des habitants. Je vais aller un peu plus vite pour ne pas prendre trop de temps sur ce qui m'était normalement dévolu. Donc Hub, j'en ai parlé, on a aussi revu tout notre plan d'action pour pouvoir répondre à cet objectif ambitieux. On a proposé un plan de relance et de redéploiement qu'on met en œuvre aujourd'hui. Alors, il a effectivement 4 axes. Je passe tout de suite aux 4 axes, comme ça, je raccourcis un peu. Les 4 axes du plan de relance et de redéploiement de Hub sont l'universalité. Et donc, on doit pouvoir renforcer l'accès à nos services, un service public. On l'a vu pendant la crise du Covid. Les entrepreneurs, l'économie, ce n'est pas évidemment que les startups ou les licornes, comme on les appelle chez nous. Donc, ce n'est pas forcément eux qui constituent la base du tissu économique d'une communauté urbaine, mais tous les commerces, les petits commerçants, les petites TPE, c'est 90% de notre tissu économique à Bruxelles. Et donc, on doit faire en sorte que les services publics soient là où on les attend, c'est-à-dire accessibles à tous et tous. Alors, l'accessibilité, donc, c'est aussi pouvoir focuser sur les publics cibles. Aujourd'hui, le Covid a mis en avant des publics cibles particuliers. On pense aux femmes, j'en ai parlé, mais on pense aussi au commerce. Donc, l'objectif, on a reconcentré nos moyens pour ce public cible en particulier. Aujourd'hui, notre challenge, c'est de pouvoir équiper les petits commerçants, tous, à la digitalisation. Une fracture numérique est énorme aujourd'hui à Bruxelles et le Covid l'a mis en lumière. L'objectif de l'agence, c'est de pouvoir faire en sorte que les commerçants puissent rebondir et s'outiller à la digitalisation, sachant que la crise du Covid a mis en place des habitudes de consommation qui vont rester, qui vont se pérenniser dans le temps, Covid ou pas. Aujourd'hui, les consommateurs achètent beaucoup plus en ligne et continueront à acheter beaucoup plus en ligne. Ça va faire 75% des commerces n'étaient pas équipés à la vente en ligne avant la crise. Et donc, l'enjeu, on le mesure, évidemment, il est majeur. Donc, ça, c'est un des focus. L'autre focus, c'est évidemment les femmes entrepreneurs qui ont énormément souffert de la crise. On a lancé une étude, la France l'a fait avant nous, et donc a mesuré que 50% des femmes entrepreneurs étaient en risque de faillite. Chez nous, évidemment, on va le mesurer, mais on a déjà des indicateurs inquiétants. Donc, ça, c'est aussi un focus. Et donc, on a lancé tout un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs dans le cadre de la crise du Covid. Alors, sur le volet international, j'en ai parlé au début, l'attractivité, c'est en positionner Bruxelles sur la carte du monde en matière
innovation sociale et environnementale, et alors renforcer notamment son attractivité touristique, affaires et loisirs pour le futur. Le commerce international n'a pas du tout vocation à être contradictoire avec la transition économique. Ça doit être un levier pour la vendre, mais aussi pour la nourrir. Alors, la transition, donc je l'ai déjà dit, hein, mais là, je vais même terminer par là, c'est vraiment le changement de paradigme, l'économie au service des individus et non plus l'inverse. Donc, l'économie a un impact positif sur l'environnement, mais aussi sur le développement social d'une société. L'économie, avec la culture économique passée, était vue comme quelque chose, une thématique dont il fallait prendre en compte, mais qui pouvait être écrasante pour certains individus, qui pouvaient paraître comme étant inéluctables. Or, nous, c'est un levier de changement, et un levier de changement au service de tous ces lois. Voilà. Et donc, en somme, je l'ai dit, le gouvernement s'est mis en place avec des ambitions importantes en matière de déploiement économique bruxellois, avec un changement de paradigme majeur. La crise de Covid n'a pas fondamentalement changé cette vision du gouvernement, que du contraire, le gouvernement en a fait une opportunité pour accélérer cette transition. Donc maintenant, l'objectif 2030, de soutenir les entreprises exemplaires au niveau social et environnemental, on a évidemment énormément de coups d'accélérateur, notamment dans les accompagnements qu'on offre aujourd'hui dans le cadre de la crise du Covid. C'est des accompagnements en vue de rebondir dans ce cadre de la transition économique. Donc, le droit à la ville pour tous et l'égalité de tous et toutes, vous l'aurez compris, c'est quelque chose vraiment qui nous parle. Et donc, la déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines, qui parle de gouvernance, de droit à la ville pour tous, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer et qui peut tout à fait inspirer le gouvernement bruxellois dans le développement de ses futures ambitions économiques pour Bruxelles. Voilà. Merci à toutes et tous. Je n'ai pas trop débordé, je pense. Merci, Madame Grippa. Non, ça va. Merci. J'aimerais maintenant inviter le directeur général de la CMM, M. Massimo Iezzelli, à présenter les mesures d'urgence et le plan de relance qui a été adopté par la CMM pour faire face aux impacts de la pandémie et participer à la relance de la région. Massimo, c'est à toi. Oui, merci Suzy pour la présentation. Merci aux autres collègues d'être là. C'est un peu avec fierté qu'on fait cette journée métropolitaine parce que, comme vous le savez, on avait travaillé activement à cette déclaration-là avec les différentes régions métropolitaines. Un salut bien senti là, aux collègues de Montréal qui assistent à la conférence. Donc, je vais afficher la présentation à l'écran. Je vais essayer de faire ça rapidement pour qu'on puisse avoir une discussion. Alors voilà, j'y vais. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on voit la présentation, Suzy? Oui, on voit la présentation. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Je vais essayer de voir ce que je vois, moi, par exemple. OK. Alors, ma présentation va porter évidemment sur un thème bien connu pour ceux qui connaissent bien la communauté métropolitaine de Montréal. Notre loi constitutive prévoit évidemment qu'on doit avoir un plan qui favorise la compétitivité et l'attractivité dans une perspective de développement durable et aussi s'assurer d'avoir une bonne cohésion sociale. Alors, brièvement, je présente la CMM. La CMM, c'est une région métropolitaine de 4 millions d'habitants avec 82 municipalités, 14 municipalités régionales de comté. Oui, Maya, c'est Isabelle. Alors... C'était le timing parfait, je suis. Ah, bon, j'entendais Isabelle, oui, bon. Alors, avec une superficie de 4 000 km², puis notre mission, c'est de planifier, coordonner et financer des compétences stratégiques pour le territoire, grosso modo en aménagement, développement économique, transport, environnement, logement social, gestion des zones inondables et évidemment la gestion des matières usuelles. Le premier commentaire que je veux faire, un peu pour faire écho à Alain, je pense que la pandémie
a accéléré des transformations qui étaient en émergence, puis ça nous donne de la matière pour réfléchir et faire les ajustements nécessaires pour l'avenir. Donc, je pense notamment au télétravail, qui était quelque chose qui était utilisé, mais pas de façon significative. Maintenant, on voit bien que le télétravail pour environ 40 de la population est utilisé d'une façon quand même importante. La transformation numérique, les achats qui peuvent se faire sur Internet et évidemment toute la distanciation sociale et la révision des espaces publics avec des espaces densifiés. Donc, ce sont différents éléments qu'on avait dans notre environnement qui ont été utilisés pendant la pandémie et qu'on devra évidemment se pencher à l'avenir pour faire les ajustements nécessaires en termes de planification. Donc, quand on regarde la planification territoriale à la CMM, j'ai essayé de diviser ça en 3 séquences. Donc, on a la séquence que les municipalités connaissent bien au Québec, le déclenchement des mesures de sécurité civile. Donc, dans le cas du COVID, les mesures de sécurité civile ont été déclenchées. Mais on a eu aussi ce que les urbanistes aménagistes aiment bien appeler l'urbanisme tactique ou l'urbanisme transitoire. Donc, de mettre en place des moyens pour assurer une distanciation sociale pour que les gens puissent circuler librement en respectant le 2 mètres. Donc, on a vu cette première phase-là qui s'est appliquée sur le territoire. La deuxième phase, évidemment, c'était l'importance de soutenir la relance économique. Donc, les gouvernements ont agi rapidement pour soutenir l'économie. Au niveau métropolitain, on a également agi dans 2 dossiers qui nous tiennent vraiment à cœur. Évidemment, l'économie métropolitaine et le transport collectif et actif. Parce qu'on le sait, cette compétence-là est partagée entre l'État, le niveau métropolitain et les villes. Il y avait une problématique de perte d'achalandage, de déficit accumulé, et en même temps, il y avait une vision d'avenir pour accélérer les projets de transport collectif et adopter un plan stratégique. Donc, on a pris les mesures nécessaires à cet aspect-là. Le logement social, la communauté métropolitaine entreprend depuis des années de conscientiser les gouvernements à accélérer les investissements en logement social. Dans le cadre de la pandémie actuelle, ça a accéléré probablement l'entente entre le gouvernement fédéral et provincial sur le logement social et ça devrait permettre de développer nos demandes traditionnelles pour accélérer la construction d'unités d'accès logis au chapitre de 2700 unités par année pour les prochaines 5 années. Et on a réalisé qu'au niveau de l'agriculture, de plus en plus, l'achat local, l'autonomie alimentaire, ça nous a permis de réaliser à la CMM qu'il est important maintenant de réfléchir à produire davantage pour assurer l'autonomie alimentaire, de mieux transformer et de mieux distribuer sur le territoire les produits de notre zone agricole. Un nouveau chantier qui nous a été également donné, c'est de réfléchir au développement culturel dans l'ensemble de la région métropolitaine, tant pour sa diffusion que pour l'appui au niveau du transport collectif pour les salles de théâtre et de spectacle et que ce soit équitable pour l'ensemble du territoire d'avoir une culture accessible. Et le troisième volet, c'est évidemment de préparer l'avenir où la CMM, finalement, a un rôle à jouer en termes de planification à long terme. Et comme je le disais tantôt, les transformations qu'on a vues dans le cadre de la pandémie, bien, ça va nous permettre d'ajuster nos planifications, que ce soit chez nous au niveau de la CMM que dans les schémas régionaux, mais également au niveau du plan de transport collectif, avec les objectifs que nous avons et qui sont toujours valables et qui sont projetés pour réalisation d'ici 2031. Cette journée métropolitaine est importante parce que la signature de cette déclaration-là, il y a plusieurs articles et j'ai retenu celui qui m'apparaît le plus important, puisque quand on travaille à l'échelle métropolitaine, la clé du succès, c'est de travailler en partenariat à différentes échelles, à la fois avec les partenaires gouvernementaux, à la fois au niveau des municipalités et également avec la société civile. Et c'est quelque chose qu'on avait spécifié dans la déclaration. Et c'est quelque chose qu'à la communauté, on tend à respecter pour s'assurer
les dossiers qui sont présentés respectent la coopération des différents niveaux. Alors, quels sont les mécanismes de collaboration à l'échelle de la CMM? Comment on travaille? Donc, il y a plusieurs structures qui sont en place. Dans le cadre du plan de relance de la CMM, il y a une collaboration très étroite entre la CMM, qui est l'organisme de planification, l'ARTM, qui est l'organisme régional de transport métropolitain, et le ministère des Transports du Québec. Je dois dire que ça a été quelque chose qui a très bien fonctionné parce que d'une part, on a eu la semaine dernière une annonce dans laquelle des subventions sont réservées pour les déficits d'opération des sociétés de transport à l'échelle du Québec. Il y a un montant d'1,2 milliard qui est prévu. De ce montant-là, une large partie va être transférée aux sociétés de transport de la communauté métropolitaine. Et en même temps, la RTM a également déposé un plan de relance de 2,9 milliards pour accélérer les investissements en transport collectif. Et en même temps, ils ont adopté récemment le premier plan stratégique de transport d'ici 2031. Donc, vous voyez, on a travaillé sur les aspects immédiats, les aspects à court terme et les aspects à long terme en termes de transport. Donc, c'est un bel exemple d'une belle coopération avec l'ensemble des intervenants. On a également, à l'échelle de la CMM, mis en place une table avec les différentes directions régionales de la santé publique qui sont sur le territoire de la CMM avec le comité exécutif. Ça permet d'avoir des échanges sur les enjeux relativement à la pandémie, les ajustements qui doivent être apportés et évidemment un échange d'informations privilégiées pour les représentants qui y sont et qui permettent d'acheminer les informations au niveau de leur milieu respectif. Et évidemment, il y a eu plusieurs rencontres politiques entre la CMM et les gouvernements pour se tenir à flot des informations qui s'échangent dans la gestion de la pandémie. Au niveau de la coopération intermunicipale, donc je reviens toujours sur les mécanismes de collaboration, on a évidemment les commissions de la CMM qui agissent un peu comme, je dirais, le sounding board des élus. Ça leur permet de développer les politiques publiques qui sont adoptées par la CMM sur différents dossiers qu'on verra plus tard. Et évidemment, on a aussi des liens avec des tables de concertation sur différents territoires de la CMM qui permettent d'échanger et d'avoir le pouls des élus pour faire les ajustements nécessaires. Et on a également créé une table métropolitaine des municipalités rurales qui permet aussi de reconnaître une particularité du territoire de la CMM où on a une vingtaine de municipalités rurales qui ont des problématiques particulières. Et nous avons adopté un plan d'action qui nous permet, avec cette table-là, d'avoir des échanges constructifs et d'acheminer au Conseil de la CMM ces problématiques et les solutions qui y sont apportées. On maintient toujours notre modèle au niveau de la société civile. Nous avons évidemment adopté des mandats qui touchent aussi les transformations que j'ai indiquées plus tôt dans le PowerPoint, particulièrement sur l'autonomie alimentaire. Donc, il y a actuellement une table qui a été créée avec la société civile, avec les maires de la région, avec les gouvernements, pour préparer un plan d'action sur l'atteinte de l'objectif d'autonomie alimentaire du territoire métropolitain. Tout le dossier de développement économique a fait l'objet de plusieurs mesures, un peu à l'image de ce que Mme Grippa indiquait tout à l'heure, qui a été travaillé avec notre équipe de développement économique, mais on l'a fait dans le cadre d'une table avec l'ensemble des corporations de développement économique où ça devient un lieu d'échange qui nous permet de proposer des mesures qui sont consensuelles. La table sur la culture, j'en ai parlé tout à l'heure, le développement culturel, il y a une table culturelle et on a également une table sur le patrimoine et on a évidemment l'Agora qui a été reconnue par plusieurs organismes internationaux comme un mécanisme qui permet d'avoir également le pouls de la société civile. Quand on regarde les actions en cours, elles sont rattachées au mécanisme de collaboration dont j'ai parlé plus tôt. Donc, on ajuste le tir par rapport à nos politiques publiques. Il y a un mandat qui est à la commission d'aménagement qui va regarder maintenant des orientations pour adapter l'aménagement aux enjeux de santé publique dans le contexte de la pandémie. Un peu un volet résilience qui est en train d'être traité.
Ces rapports-là devraient avoir une échéance en décembre des rapports d'étape. La RTM, j'en ai parlé tantôt, le transport, plan de relance 2023 qui a été adopté, et plan stratégique 2031 et financement des déficits qui a été complété il y a 2 semaines. Logement social, j'en ai parlé tout à l'heure, nouvelle programmation de 2700 nouvelles unités. Donc, on voit qu'on veut accélérer le tempo pour l'accès-logis. L'économie, la CMM finance des grappes industrielles, donc en français les clusters, et finance une agence de promotion. Donc, nous sommes à trouver maintenant des mécanismes pour ajuster les objectifs de ces organismes-là dans le cadre de la pandémie actuelle et dans le cadre de la sortie de la pandémie. Au niveau de l'agriculture, j'en ai parlé tout à l'heure, culture, la même chose, et santé publique également. Je termine en vous disant que la CMM, lors de l'adoption de son plan d'aménagement, avait adopté un modèle de processus collaboratif et qui avait quand même largement inspiré les travaux de la Déclaration de Montréal. Et c'est un modèle qui s'applique encore pour nous, c'est-à-dire qu'on pense que pour avoir du succès, la concertation est nécessaire auprès des différents partenaires pour que les consensus soient suffisants. Ça assure une mobilisation et ça assure une mise en œuvre plus efficace. Alors, je termine là-dessus et j'espère qu'on va avoir des questions. Merci beaucoup. Merci, M. Iezeni. Là, on va ouvrir la période de questions. Je vois qu'on a déjà quelques questions, mais je commencerai peut-être avec, je vais m'en permettre une avant de tourner le micro ou plutôt de m'en remettre au QR de l'application. Mais j'aimerais débuter en vous posant la question. On constate qu'il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place rapidement. On parle d'une nouvelle normalité aussi pour le futur. Et j'aimerais savoir pour vous, quel est votre niveau de confiance ou quelles mesures sont les plus porteuses pour poursuivre dans le futur en ce qui concerne cette nouvelle normalité? Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez comme mesure qui va perdurer dans le futur. Alors, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Est-ce que Alain, tu veux prendre la parole? Oui, rapidement, mais les collègues pourront compléter. J'estime qu'une des mesures déjà utilisées par la Ville de Montréal, la CMM et bien d'autres villes du monde entier et qui s'avèrent positives là, dans le cadre de la lutte contre une pandémie, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité à la fois des édifices et des quartiers. Ceci fait en sorte que les gens ont moins à se déplacer et ont accès à des services de proximité. Alors, des mesures semblables c'était déjà de mise, c'était déjà un outil bien utilisé de manière très pertinente par Montréal et d'autres agglomérations urbaines. Mais nous, on estime que c'est dans la bonne voie. Il y aura lieu de renforcer ce genre de construction, de trame urbaine, de manière à déconcentrer les activités et faciliter les loisirs, l'approvisionnement et le transport actif, etc. Merci. Est-ce que Massimo ou M. Bigas, vous souhaitez prendre la parole, répondre à la question? Du point de vue ici de l'Europe, nous avons deux axes de mesures qui font partie du plan de récupération et résilience de l'Union européenne. À l'Espagne, on correspond de ce plan 140 000 millions d'euros. C'est un chiffre très important. Et on va les diriger spécialement. 2 tiers de ce fonds seront dévoués à la transition écologique et à la digitalisation. Alors, dans le domaine du transport public et du transport en général, de la mobilité, ce sont 2 axes très importants. La transition écologique, ça signifie électrifier les villes, électrifier le transport des villes, électrifier le réseau de bus,
incrémenter les véhicules privés avec aussi des moteurs électriques et décarboniser en général les moyens de transport. Et aussi la digitalisation, il faut dire que dans le domaine des transports, c'est très important, c'est un objectif très important qui va contribuer à bien utiliser les moyens publics et à bien partager les moyens privés aussi. Alors, je pense que ce sont des axes très importants qu'il faut atteindre, qu'il faut avoir compte. Et sont des axes que le fonds le plan de récupération de l'Union européenne envisage pour les prochaines années. Ton micro, Massimo. Oui, OK, merci, Suzy. Ben, j'ai écouté mes collègues. Moi, je vais faire un peu des liens, là. On parle beaucoup des mesures. Maintenant, il faut parler de territoire. Autrement dit, comment un territoire métropolitain, parce qu'on prend le nôtre, là, évidemment, il y a évidemment la région de l'île de Montréal, il y a Longueuil, il y a Laval, il y a les couronnes nord et sud. Comment ces mesures-là, on va les gérer au niveau du territoire? Quels seront les impacts et quels seront les ajustements? C'est ce que je disais en entrée de jeu. On parlait de télétravail il y a quelques années, mais il n'y avait pas beaucoup d'impact. La pandémie, c'est devenu une mesure pour réduire, évidemment, la distanciation sociale. Comment ça va se comporter dans les 10, 20 prochaines années? Nous, on va le regarder en termes d'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un impact sur notre espace industriel, notre espace commercial, notre espace résidentiel? Ces questions-là, on est en train d'y répondre avec notre observatoire. La même chose avec la transformation numérique. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commerce de détail? Est-ce qu'on va avoir un autre type de commerce? Est-ce que les superficies vont diminuer? Si oui, comment on remplace ces espaces? Donc, ces questions-là, pour nous, sont extrêmement pertinentes et on va les regarder dans nos travaux. La même chose pour les corridors sanitaires qu'on a installés. Est-ce que le 2 mètres sera la norme maintenant pour, par exemple, les pistes cyclables? Est-ce qu'on va réfléchir davantage à cette distance-là pour la piétonisation? Donc, je pense que c'est important pour nous à la CMM de faire les liens avec les transformations et la transformation du territoire. Est-ce que le territoire va demeurer le même? Est-ce qu'il y aura plus d'espace de disponible? Est-ce que ça va affecter notre marché de l'habitation? Je vous dis tout ça parce qu'on a déjà une partie des réponses, parce que l'Observatoire a déjà jeté un coup d'œil sur ces questions et on peut d'ores et déjà dire que le modèle urbain de la CMM est quand même solide et résilient. Donc, il y aura des ajustements, mais à ce moment-ci, on ne croit pas que ça va bouleverser complètement la situation actuelle. Mais je pense que ces transformations sont les bienvenues parce qu'il faut évoluer avec la technologie. Je pense que ça, c'est aussi important, par exemple, que les impacts que ça va donner sur... quand on parle de commerce de détail, s'il y en a plus en ligne, mais ça exige une requalification des emplois. Donc, il va falloir réfléchir à ça également. Les réflexions sur le centre-ville. Que sera le centre-ville demain? Est-ce qu'on va aménager davantage d'espaces publics qui vont permettre de continuer à pratiquer, de flâner? Alors, toutes ces questions-là, pour moi, sont en partie documentées, mais vont représenter un merveilleux défi pour ajuster les politiques publiques. Et de toute façon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une conversation nationale sur l'aménagement du territoire. Et je pense que ces questions-là vont prendre de plus en plus une place importante. On avait, quand on avait fait le plan métropolitain, travaillé très étroitement avec les directions de santé publique. L'exercice qui est fait par la Commission de l'aménagement va beaucoup nous aider sur ce que la santé publique voit comme, en termes de vision sur le développement du territoire et la nécessité d'avoir une population saine avec une résilience qui va être permanente maintenant parce que, bon, les pandémies, il y en a aujourd'hui, il y en a demain. Donc, on se préparera à ça. Mais je pense de plus en plus, il faut faire le lien de transformation sur l'organisation du travail et des personnes avec le territoire. Merci.
Donc, on comprend aussi avec Alain ce que tu as dit un peu plus tôt, la santé va prendre plus de place dans nos outils de planification aussi, notamment avec, comme Massimo disait, toute la question des espaces publics, la mobilité active. Donc, et aussi, du côté de Barcelone, il y avait l'accord métropolitain sur un air sain, sur l'air sain, pardon. Ça serait peut-être intéressant d'en entendre un peu plus parler, M. Bigas, si vous permettez. Vous pouvez répéter vous pouvez répéter la question exactement, s'il vous plaît. J'aimerais vous entendre un peu sur l'accord métropolitain que vous avez sommairement présenté sur l'air sain. L'accord métropolitain, excusez-moi. Oui, vous avez un accord métropolitain dont vous avez parlé en ce qui concerne la qualité de l'air. D'accord, merci. Excusez-moi. Oui, oui, nous avons travaillé cet accord dans les mois précédents. Et sur le domaine de la santé et de la qualité de l'air, nous avons travaillé beaucoup avec les scientifiques pour connaître les dommages que la pollution du trafic exerce sur la santé. Et alors, on a conclu que c'était très important de réduire cette pollution parce que nous étions par-dessus des limites de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, l'Union européenne a menacé disons, pénaliser l'État espagnol par la pollution de Madrid et Barcelone spécialement. Alors, on a décidé qu'il fallait établir cette zone de basses émissions pour réduire drastiquement la pollution. Et alors, ça, c'est essentiellement notre plan. Notre plan, c'est développer cette zone de basses émissions, l'incrémenter dans les prochaines années, disons, pas laisser entrer des autres véhicules que dans le présent. Alors, on va étendre à autres véhicules ces limitations d'entrée dans la zone. Alors, on va prévoir dans les prochaines années une augmentation des limitations pour l'entrée des véhicules dans la zone centrale, qui est la plus polluée, la plus polluée de toute l'aire métropolitaine. Alors, ça va s'étendre sûrement dans toute l'aire métropolitaine parce que c'est un effet de progression. Quand vous limitez les véhicules dans les centres, c'est une mesure qui s'étend dans toute l'aire métropolitaine. Nous avons étudié par exemple le cas de Berlin et ça a été sa politique. On a limité les centres aux alentours de Berlin et ça a été étendu dans toute la région métropolitaine. Alors, ça, c'est notre principale politique dans le domaine de la santé, du point de vue de la mobilité. Donc, merci. On voit quand même toute l'importance aussi que ça amène sur le transport en commun et aussi l'aménagement dans la région métropolitaine. On se concentre beaucoup sur l'aménagement de quartiers TOD et aussi de secteurs qui sont plus articulés aussi ou à échelle humaine pour favoriser la mobilité active. Donc, en effet, c'est intéressant comme accord. Je vais y aller avec quelques questions qui viennent des participants. On en a une en ce qui concerne les mesures fiscales qui sont envisagées pour inciter les utilisateurs du transport collectif à voyager en dehors des heures de pointe. C'est une question qui vous est adressée encore une fois, M. Bigas, pour avoir un petit peu plus de précision en ce qui concerne ces mesures. Oui, dans ce domaine, les mesures de fiscalité que nous avons prévues, ce ne sont pas seulement pour les heures de pointe, mais sont en général pour favoriser l'utilisation des transports en commun et pour pénaliser l'utilisation du transport privé individuel. Alors, je peux citer quelques mesures fiscales qui sont en train de se poser. Dans le domaine du gouvernement régional, on a établi déjà une taxe sur le dioxyde de carbone
pour l'enregistrement des nouveaux véhicules. Alors, en fonction des émissions, on a une taxe différente. Et ça, on dévoue toute cette taxe intégralement pour les transports publics. Alors, du point de vue de la mairie de Barcelone, on a augmenté le prix de stationnement en voirie selon les émissions de véhicules. D'accord? Alors, ça, c'est une politique qui est déjà établie. Et on est en train d'étudier deux mesures. Le péage urbain, dans la zone de basses émissions, on étudie si on peut établir un péage urbain pour le futur. Et aussi, on étudie s'il est possible de taxer le commerce électronique. Alors, par exemple, le stationnement à la voirie des marchandises qui sont chargées sur le commerce électronique. Parce que finalement, les marchandises doivent arriver à chacun, doivent arriver dans les logements. C'est facile de charger les produits sur Internet, mais à la fin, ils doivent arriver dans les logements et alors ça signifie plus de mobilité, plus de pollution, plus d'occupation de la voirie. Alors, du point de vue de l'aire métropolitain, nous avons établi une taxe pour la permission de circuler dans la zone de basses émissions certains jours pour certains véhicules polluants pour permettre certaines activités. Alors, ici, on a déjà une première taxe sur la zone de basses émissions pour permettre la circulation. Sont toutes des mesures qui vont sont toutes dédiées au transport public et aux moyens publics. C'est ça. Merci. Une autre question en ce qui concerne la contribution des scientifiques. Je crois que vous en avez fait un peu état, M. Bigas, mais ça s'adresse à l'ensemble des conférenciers. Considérez-vous la contribution des scientifiques dans tous ces changements? Si oui, comment ils collaborent avec l'administration de vos régions ou de vos villes respectives? Qui souhaite se lancer sur cette question? Monsieur Bigas, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou Monsieur Iazoni là-dessus? Alain, dans ton expérience, quand tu regardes dans les autres régions, est-ce qu'il y a des éléments que tu pourrais souligner en ce qui concerne la part scientifique? Bon, j'ai cité déjà que les scientifiques nous ont aidé beaucoup à établir la zone de basses émissions, à informer les citoyens sur les préjudices de la pollution. Ça, c'est notre principale activité avec eux et en général, ils font une grande contribution au gouvernement régional pour les politiques de contention de la pandémie. De notre côté, ce que je peux mentionner sur ce point, c'est que dans le cadre de la production du rapport dont j'ai fait référence dès le début, là, rapport sur l'état des villes dans le futur pour lutter contre les pandémies, on s'associe de près avec des scientifiques là, au niveau du système des Nations Unies. Alors, il y a l'Organisation mondiale de la santé alors avec tous les experts médecins, etc., qui participent, les immunologues, infectiologues, etc., ALO, l'Organisation internationale du travail. Et aussi, on fait appel aux universités, à des centres de recherche, etc., de manière à bien documenter le rapport et faire en sorte que les constats et les leçons qu'on va tirer par rapport à cette pandémie et les recommandations qui seront faites, ce sera tous basé sur des données, des faits bien établis. Là. Ça, c'est primordial dans le cadre de la production de ce rapport-là. On ne va rien avancer sans qu'on puisse identifier des données probantes qui démontrent que c'est le cas, quoi. Merci. Massimo, du côté métropolitain, en ce qui concerne la participation des différents organismes et aussi du milieu universitaire ou de la recherche, est-ce que... Bien, je suis un peu d'accord avec Alain. Là. Je pense que la production de nos documents sont toujours basés sur des faits probants et lorsque nécessaire, validés.
Disons qu'on a eu plusieurs expériences, mais je dirais que la table de santé publique est peut-être le volet où on a évidemment les directeurs régionaux qui sont des médecins qui nous font état régulièrement des études qui sont produites par leur équipe de scientifiques et qui nous communiquent cette information. Et je dirais que c'est quelque chose dans l'avenir, lorsqu'on va parler davantage de résilience, qu'il va falloir tenir compte. Mais évidemment, tout ça va être une question de choix. Donc, pour ceux qui connaissent bien l'évolution des décisions qui se prennent au Québec, les choix, comme ailleurs, sont toujours pris en fonction des recommandations scientifiques et l'adaptation avec la réalité. Je dirais également qu'on fait la même chose en termes d'inondation. Toutes nos données sont basées sur la science et on reproduit les faits probants sur une cartographie. Donc, oui, on est en diapason avec les recommandations scientifiques, mais on est aussi en diapason avec, je dirais, l'évolution des études. Et là, je reviens sur le territoire. Alors, ce qui nous anime le plus quand on est en aménagement du territoire, c'est les projets pilotes qui ont été faits, les expériences sur le terrain, la pratique. Donc, je prends par exemple, quand on parlait de transport collectif, où on parle beaucoup d'augmenter l'achalandage, d'avoir une desserte efficace, bien, c'est sûr, du côté de l'aménagement, on veut s'assurer qu'il y a des terrains pour les accueillir, pour avoir des bons milieux de vie. Donc, je dirais que c'est un mélange d'un certain nombre de faits, les faits scientifiques, l'expérience pratique et évidemment, par la suite, les choix qui sont faits. Merci. Et une dernière question, puis après, je viens de voir qu'on a déjà débordé de 15 minutes, donc merci de rester avec nous. J'aimerais savoir, la question que j'ai, c'est quelle place devrait jouer la fiscalité dans la relance économique et comment ce sujet-là est abordé dans les différentes régions, les différentes villes. Donc, est-ce que, Alain, toi, dans l'aspect économique, au sein des différentes régions, tu as quelque chose, un éclairage à apporter de ce côté-là en ce qui concerne le rôle de la fiscalité? Primordial, évidemment. Et quand on regarde le cas de Montréal, je sais les défis ou de la zone, de la région métropolitaine ou du Québec en général, avec comme assise foncière comme source principale de revenus pour les municipalités. C'est évident qu'il y a des défis, mais comme un proverbe dit, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Bien, quand on regarde les réalités des autres villes dans bien d'autres pays, ils ont des défis encore beaucoup plus importants à relever quant à la fiscalité. Un pays comme le Brésil, où au niveau constitutionnel, c'est clair que la gestion des villes, les villes ont des domaines de compétences parfois beaucoup plus élevés que les villes canadiennes. Alors, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est santé, tout ce qui est éducation, ça relève de compétences municipales, contrairement au Québec, au Canada en général et bien d'autres pays. Par contre, les villes brésiliennes ne disposent pas, comme par rapport au Canada encore, de tous les outils pour obtenir, maximiser leurs revenus. Alors, ils dépendent beaucoup plus que d'autres pays des transferts au niveau provincial ou au niveau fédéral. Alors, c'est un défi et notre rapport va souligner fortement cet aspect-là, appeler à des réformes fiscales importantes pour une plus grande décentralisation sur la possibilité de mobiliser des fonds, des ressources, mais ce qui peut ultimement appeler aussi à une plus grande délégation de pouvoir aussi. On dit, il y a un principe en anglais qui dit pas de taxation s'il n'y a pas de représentativité. Alors, au niveau métropolitain, c'est un défi au Canada. Ce ne sont toujours pas des zones où il y a des personnes élues. Alors, est-ce qu'on devra aller jusque-là pour favoriser jusqu'au niveau régional ou métropolitain une mobilisation des fonds à travers une fiscalité distincte? C'est un aspect qu'on va mentionner et qui mérite d'être étudié. Oui, bien, pour la fiscalité, c'est crucial. Pour la communauté métropolitaine, les dépenses qui vont avoir lieu pour les 10 à 20 prochaines années vont être dans un investissement massif dans le transport collectif et actif. On parle peut-être d'un plan ambitieux qui peut varier entre 30 et 40 milliards de dollars canadiens.
Et le champ foncier est saturé. Et comme le disait Joanne Maria, nous aussi, on fait beaucoup d'études, mais tout va être dans la question d'opportunité. Quelles seront les mesures les plus acceptables? Quel est l'équilibre à avoir entre la contribution municipale, la contribution des automobilistes, la contribution des gouvernements, d'autres mesures? C'est le défi que nous devons relever pour s'assurer d'avoir un financement adéquat, prévisible et stable pour les municipalités de la région métropolitaine de Montréal. Alors, c'est un dossier qui a commencé une vingtaine d'années, qui est encore très actuel, mais qui va exiger une solution dans les prochaines années lorsque les projets vont être complétés, parce qu'évidemment, les dépenses d'exploitation sont assumées par les municipalités. Alors, c'est un enjeu important, la fiscalité du transport collectif et actif dans la région métropolitaine de Montréal. Merci. Monsieur Vigas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis totalement d'accord avec mes collègues dans le domaine de la fiscalité. C'est très important pour les prochaines années. Et surtout sur les opinions d'Alain sur le domaine de la délégation et de la décentralisation. C'est très important de doter aux municipalités des compétences et des fonds pour faire son travail. C'est le travail le plus proche aux citoyens. Et bien sûr, les gouvernements statals et régionaux doivent poser les règles, mais ce sont les municipalités qui, à la fin, doivent intervenir plus prochainement aux citoyens. Et je pense que c'est une bonne politique de décentraliser et déléguer le maximum possible. C'est l'unique façon de faire face le défi que nous avons. Je voudrais quand même signaler, en termes de fiscalité, que dans le cadre de la pandémie COVID, les gouvernements supérieurs, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont agi avec célérité pour venir rapidement combler les déficits relativement aux pertes d'achalandage et aux dépenses d'exploitation. Et on l'a remarqué dans plusieurs pays d'ailleurs, même chez les Américains et en Europe également. Donc, la situation du transport en commun a été, je pense, bien résolue et ça a permis une bouffée d'air pour les municipalités. Je pense que ça vaut la peine de le signaler au Québec. Là. Ça a été exemplaire. Tout à fait. Alors, je vais prendre une chance. Est-ce que Mme Grippa est toujours avec nous car elle devait quitter pour une rencontre, malheureusement? J'aurais aimé qu'elle puisse peut-être ajouter un élément sur le sujet, mais je crois qu'elle a dû déjà quitter. Sinon, je vais profiter peut-être des 5 dernières minutes. On va s'accorder 5 minutes pour peut-être faire un petit tour de table, que chacun ait son closing statement en ce qui concerne la pandémie et l'impact sur le territoire, mais aussi sur la gouvernance métropolitaine. On commence dans l'ordre qu'on a débuté ce matin avec Alain, s'il te plaît. OK, merci Suzy. Je vais mentionner pour terminer un élément que j'aurais peut-être dû mentionner préalablement lorsqu'on parlait des défis, mais davantage des opportunités avec cette crise, cette pandémie, et toujours dans une vision métropolitaine. Là. Je crois que et on en a vu, il y a des cas encore au Québec qu'on a vu dans la zone de Montréal là, qui sont des bons exemples à suivre, c'est-à-dire de chercher à trouver un meilleur équilibre dans la zone métropolitaine entre les villes de différentes dimensions, différentes grandeurs et même, c'est le cas encore là de la zone métropolitaine de Montréal, des zones rurales. Dans la CMM, il y a des zones où il y a de la production agricole, etc. Donc, chercher à augmenter, à créer un meilleur équilibre entre les différentes villes, de différentes dimensions, et une meilleure complémentarité au sein de ces régions-là, de manière à faciliter le flux, la circulation des biens, et surtout, on a vu des initiatives au Québec en général, là, c'est comment avoir des chaînes d'approvisionnement plus courtes et plus locales. Ça, je crois que c'est une opportunité que cette crise-là a offerte à bien des villes et régions. Et il y a lieu d'encourager cela au maximum, la production locale et une meilleure distribution au niveau du territoire, de l'espace, des zones de production, des zones commerciales, etc.,
de manière à ce que, sans par contre avec le défi de ne pas augmenter l'étalement urbain, c'est un autre défi que Massimo et son équipe ont à plaider régulièrement, là. Mais je crois que c'est une opportunité qui va se présenter au cours des prochaines années. Merci. Merci. M. Bigas. Oui, je pense que le COVID, la pandémie, a représenté une disruption, évidemment, ça c'est reconnu par tous, mais c'est une disruption que c'est aussi une source d'opportunités. Avec cette disruption, on a accéléré des tendances qu'on avait déjà, la digitalisation, la transition écologique, le climat, la lutte contre la pollution. Et alors, ça, on a accéléré avec cette pandémie. Et il faut le reconnaître et il faut disons, les gérer dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que les citoyens sont déjà convaincus. Ils ont vu la nécessité de lutter, de lutter contre le changement climatique, de faire cette transition écologique et cette digitalisation et mettre la santé en première place dans tous ces domaines de la ville et de transport. Alors, je pense que la conscientisation, c'est déjà là. Alors, il faut la profiter pour faire un ensemble de mesures qui font face à le défi que nous avons pour les prochains temps. Alors, je pense que c'est une grande opportunité pour faire ce changement et cette transition que nous avons besoin. Merci. Massimo, le dernier mot. Oui, bien, très, très bon commentaire de mes collègues. Pour moi, c'est le défi de la planification territoriale. Comment prendre au vol les transformations qui touchent les changements climatiques, la numérisation, le télétravail, le transport collectif, et l'intégrer dans un plan qui va considérer maintenant ces mesures-là et qui vont se traduire par des ajustements que les citoyens ont adoptés pendant la pandémie et qu'il faudra mieux planifier dans un, comme on dit en anglais, un new normal. Alors ça, c'est le défi et ça prend un momentum, mais je pense qu'on est au rendez-vous. Maintenant, je me permettrai aussi de dire qu'on célèbre le 5e anniversaire de la Déclaration de Montréal. Alors, puis vous êtes à Montréal, donc ça nous fait plaisir de célébrer avec vous. Mais malheureusement, nous sommes en virtuel, donc comme d'origine européenne, ce n'est pas la même chose, puis ceux qui voyagent, alors on va se regarder puis se sourire. Puis troisièmement, on sait que peut-être il y a un rêve lointain où on prépare un World Urban Forum à un moment donné en 2024, je pense. Est-ce que je me trompe? Bon. En 2024. Alors, tu sais, peut-être que pour relancer les grandes questions urbaines, est-ce qu'un jour, le World Urban Forum viendrait peut-être faire son tour à Montréal? Est-ce que, évidemment, je parle ça comme une mesure économique, bien sûr, mais en même temps, ça nous permettrait de faire le point sur l'évolution de nos travaux. Donc, peut-être nous retrouverons-nous dans un World Urban Forum pour faire le point sur la déclaration de Montréal et de l'agenda urbain 2031. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Suzy, d'avoir animé. Et puis, je vais arrêter de parler. Je vais te laisser finir, Suzy. Merci. En fin de compte, je vais terminer rapidement. Il est déjà rendu 11h30. Alors, merci de votre patience d'être resté avec nous. Et surtout, merci à nos conférenciers, Alain Grimard de Nu Habitat, M. Johan Maria Bigas de Barcelone, Mme Isabelle Grippa de Hub Bruxelles, et puis Massimo Iezoni, mon directeur général à la Communauté métropolitaine de Montréal. Alors, merci à tous et si jamais vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas peut-être à nous les faire parvenir. On verra les relayer à nos conférenciers et conférencières. Alors, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de peut-être se revoir en 2024 dans un WOOF, un forum urbain avec la rétrospective sur toute cette pandémie et combien on a pu réellement accélérer toutes les mesures qu'on a mises en place temporairement. Alors, merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci. Salut Alain. Salut Johan Maria. Ciao. Au revoir. Salut, salut.
Bye.